Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen. C'est parti pour 30 minutes d'actualité européenne. Dans cette émission, je vous emmène à Copenhague. À quelques jours de la COP21, nous avons voulu savoir comment le pays et comment la ville avaient réussi à lutter contre la pollution. Cet exemple est-il généralisable? Débat ensuite avec Karima Delli. Mais d'abord, quelques jours après les attentats sanglants qui ont endeuillé Paris et à l'heure où Bruxelles vit sous menace terroriste, nous avons été à la rencontre de Martin Schulz, président du Parlement européen. Avant de recueillir sa parole et son analyse, petit retour sur les faits avec Hugo Barbieux. Lorsqu'un État de l'Union est attaqué, les autres pays doivent lui prêter assistance. J'ai demandé au ministre de la Défense de saisir dès demain ses homologues européens au titre de l'article 42.7 du traité de l'Union. Et l'Union a répondu présente par la voix de Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne. La France aura une aide militaire et son budget pourra prendre en compte les dépenses liées à la menace terroriste. C'est pacte de stabilité contre pacte de sécurité. La Commission a aussi proposé de nouvelles directives pour contrôler les armes à feu. Parmi ces propositions, interdire la vente de certaines armes semi-automatiques, même désactivées. Le projet d'un PNR européen est remis sur les rails. Il s'agit d'un fichier qui regroupe les données des voyageurs en avion. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, espère le voir adopté avant la fin de l'année. Bonsoir Martin Schulz. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais revenir sur les attentats qu'ont connus la ville de Paris et de Saint-Denis ces derniers jours. Ce sont les pires attentats depuis la Seconde Guerre mondiale, les plus meurtriers. Bernard Cazeneuve et Manuel Valls ont appelé le Parlement européen à prendre en compte leur demande de PNR, le Passenger Name Record, c'est-à-dire ce fichier qui va permettre de voir quels passagers passent dans les vols intracommunautaires et donc de flécher un petit peu les possibles terroristes. C'est une demande qui avait déjà été faite après les attentats de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'attend le Parlement européen pour valider ce PNR? Nous sommes déjà depuis des mois en train de discuter, pas seulement PNR, c'est aussi la rétention des données, la protection des données. Oui, c'est ce qui pose problème, c'est la protection des données une fois qu'elles sont enregistrées dans ce PNR. Il y a une propre directive de protection des données, un propre projet de directive pour le transfert des données des passagers des lignes aériennes transatlantiques, internationaux et à l'intérieur de l'Union européenne. C'est tout un paquet des différentes Europol aussi sur la table. Nous sommes en train de négocier ce paquet et bien compréhensible que Manuel Valls et Bernard Cazeneuve font appel au Parlement. Le Parlement, normalement, avec une vitesse exceptionnelle, répond à ces demandes. Ceux qui ont un peu plus du mal de répondre sont les États membres dans les conseils des ministres. Donc oui, selon vous, le ralentissement, c'est dû au Conseil des ministres et au capital? Ce n'est pas un ralentissement. Nous sommes en train de légiférer, mais la collection des données, c'est un côté de médaille. L'autre, c'est comment utiliser les données, quel délai pour le retenir et comment échangent les États membres de l'Union européenne ce qu'ils savent entre eux. Oui. Et là, on découvre que les mêmes gouvernements qui font appel, pas les Français, mais les mêmes qui font appel au Parlement, de collectionner des données entre eux-mêmes, n'échangent pas les mêmes données. Donc, nous sommes dans le processus de légiférer. On va jusqu'à la fin de l'année terminée. J'ai invité hier les différents groupes parlementaires ici au Parlement pour discuter avec eux, les coordinateurs des groupes parlementaires, les rapporteurs, et on va, j'en suis sûr, jusqu'à la fin de l'année, conclure. Vous disiez à l'instant que les pays européens ont du mal à échanger leurs données. On voit bien qu'il y a eu des ratés au niveau du renseignement et de l'échange de renseignements entre les capitales. L'Italie avait, il y a quelque temps, proposé une agence européenne du renseignement. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne ?
Je ne sais pas que ça, c'est la solution. Si c'était la solution, oui. Mais peut-être on n'a pas besoin d'une agence additionnelle. Il en existe déjà, Europol, Eurojust. Si les États membres sont prêts de fournir les institutions qui ont besoin des données, avec la connaissance. Mais mon expérience avec les services secrets, c'est qu'ils sont très secrets. Donc là, on voit bien qu'il y a un vrai problème global. On propose donc un PNR européen, un meilleur contrôle des armes à feu, la systématisation du contrôle aux frontières, un renforcement en fait de Schengen. Pourtant, dans le cadre des attentats de Paris, ce sont des Européens qui se sont attaqués à des Européens. L'attaque a été fomentée peut-être en Syrie, mais a été commise depuis la Belgique vers la France. Est-ce que ce n'est pas un petit peu petit bras? Est-ce que ça ne risque pas d'être insuffisant comme réponse, Monsieur le Président? Les réponses sont nécessaires, mais ça ne suffit jamais. Ce qu'on a besoin, c'est que nous comprenons, comme vous l'avez bien mentionné, que les terroristes sont des Européens. Et il faut poser les questions pourquoi ils sont devenus terroristes. Qu'est-ce qui se passe en Europe avec les jeunes hommes et jeunes femmes qui se radicalisent? Pourquoi ça? C'est-à-dire, il ne faut pas seulement répondre à ce défi avec des mesures de sécurité, il faut aussi analyser les raisons qui nous connaissons tous, et une sorte de sentiment d'exclusion à l'un côté, aussi une situation déprivilégiée des jeunes dans les banlieues. Exactement. Et si l'adresse dessine sur votre avenir, c'est déjà une exclusion en soi dans la société. Donc, tant des raisons pour comprendre que les sources d'un certain nombre de terrorisme sont chez nous-mêmes. Ça ne peut pas nous empêcher de comprendre que Daesh est une force avec une brutalité et volonté de tuer sans précédent. Vous disiez qu'il ne faut pas avoir que des réponses sécuritaires. Que pensez-vous de la mesure prise par le gouvernement français et par François Hollande de l'état d'urgence en France? Est-ce que ce n'est pas, quand on est au niveau européen et quand on est garant des textes et des libertés fondamentales, une forme de dépassement un petit peu du droit? Non, je ne crois pas. Un président de la République, dans une situation comme il est, Charlie Hebdo en janvier, maintenant au mois de novembre, le Bataclan et les restaurants, confrontés avec le fait qu'il y a une bande de terroristes qui ne vise plus un groupe spécial ou des représentants de l'État ou de la société. Mais la population entière. La population, pour intimider, n'a aucune autre possibilité que répondre avec la fermeté qui est exprimée par l'état d'urgence. Et moi, je le connais très bien, François Hollande, c'est un homme qui a toujours défendu les valeurs fondamentales et individuelles, les droits individuels. Je crois que l'état d'urgence est dans les mains d'un homme absolument responsable en ce qui concerne les droits des Françaises et des Français. On a constaté durant l'enquête que des passeports de réfugiés syriens auraient été utilisés par certains terroristes, notamment ceux qui ont fait usage de bombes près du Stade de France à Saint-Denis. Certains pointent du coup la responsabilité de la Grèce, de la Turquie, et donc la possibilité pour les terroristes d'utiliser le chemin des migrants, des réfugiés, pour entrer en Europe. Est-ce que vous y croyez? Non. Et je me fie toujours de ces gens qui ont, le lendemain d'un attentat comme celui-là, déjà toutes les conclusions. Donc il n'y a pas, selon vous, de terroristes potentiels dans les réfugiés qui accèdent à l'Europe? Un pas après l'autre. Tout d'abord, vous m'avez posé cette question sur le passeport-là. Un moment, je reste là parce que c'est complètement disparu. Si vous regardez soigneusement les publications, personne n'en parle. Mais le lendemain de l'attentat et de la découverte, tout le monde a tout de suite dit « Ah, qu'est-ce qu'il y avait avec ce passeport? Pourquoi personne n'en parle aujourd'hui ?» Par trois raisons. Premièrement, les experts tout de suite ont dit « C'est peut-être aussi une trace fraudeuse ».
parce que le passeport était enregistré en Grèce et en Serbie en même temps. Il y a un Falsification. trafic de faux passeports. Voilà, peut-être un faux. 2, un terroriste qui s'explose lui-même et qui a son passeport avec lui, la carte d'identité, Ouais. donne immédiatement au service de sécurité le réseau auquel il appartient. Alors normalement, il ne s'explose pas en s'identifiant automatiquement. Ça, c'était exceptionnel. 3, oui, il y a peut-être parmi les 800 000 réfugiés aussi des gens qui étaient Infiltrés. infiltrés. Mais nous avons eu en Allemagne, par exemple, une centaine de cas d'allégations où les gens ont dit il faut regarder, aucun cas était prouvé. Donc pas exclu, mais aussi pas prouvé. Est-ce que vous diriez, comme certains l'ont pointé en fait depuis ces derniers jours, que Schengen est un échec? Non, Schengen n'est pas échec. Schengen est un élément de la libre circulation dans notre marché commun. Et j'écoute ça. Les contrôles aux frontières, comme ça se passe ici à Strasbourg actuellement entre l'Allemagne et Oui, la la France a rétabli les contrôles aux frontières Voilà. avant la COP 21. Non, pas seulement. Ça, c'est aussi admissible dans le cadre Bien de sûr. Schengen. Il y a des exceptions, des cas exceptionnels. Et ce qui s'est passé à Paris, c'est un cas exceptionnel. Mais il faut à l'autre côté aussi comprendre que la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes sont les 4 libertés de marché intérieur. Et si vous, par exemple, transportez des marchandises ou des services à l'intérieur de l'Union européenne, ça ne fonctionne pas sans la libre circulation des personnes. Moi, j'habite à côté d'une frontière, c'est le triangle Maastricht, Liège, Aix-la-Chapelle, l'Allemagne, le Pays-Bas et la Belgique. Les 2 plus grands ports en Europe, Anvers et Rotterdam, toutes les marchandises qui viennent de là-bas, elles sont transportées vers les 82 millions Allemands qui les consomment, passent par Aix-la-Chapelle. Si vous fermez là les frontières pour les citoyens et pour les camions, il dure 24 heures et à Stuttgart, la production des Mercedes est terminée. Parce que le transport, c'est just in time, où les grands supermarchés n'ont plus de marchandises. Donc rétablir Ni les des frontières, c'est conserves, aussi étouffer l'économie. attendez, ni des conserves, ni des poissons frais qui viennent aussi de là-bas. Ça veut dire quoi? On arrête vous, parce que vous êtes une personnalité avec le droit de libre-échange, mais dans une voiture, et avec des cheveux frisés, des yeux bruns, on vous arrête et dit, Madame, votre passeport, mais le camion transporté par votre frère peut passer. Ça, c'est une Europe qui dure 24 heures. Et les mêmes gens qui insistent de la rétablissement des contrôles frontières vont se révolter parce qu'ils n'ont pas envie de passer la moitié de leur vie dans un bouchon. Je comprends bien. Maintenant, quand on dit qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières extérieures de l'Europe, c'est qu'on a peut-être été trop loin dans ce manque de contrôle. Quand on a des terroristes qui sont en capacité d'aller charger des armes en Espagne, de remonter toute l'Europe, de passer par la Belgique et de redescendre en France, on a aussi échoué quelque part. L'extérieur, ça c'est clair, la protection des frontières extérieures, c'est un devoir de l'Union européenne dans les mains des États membres. Nous avons donné, comme souvent, une responsabilité à l'Union. C'est une tâche communautaire, protection des frontières extérieures, mais pas dans les mains de M. Juncker ou de M. Schulz ou de M. Tusk, dans les mains du gouvernement grec, dans les mains du gouvernement espagnol, du gouvernement bulgare, du gouvernement polonais, pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Et si ça ne fonctionne pas, parce que pas tous ces gouvernements, mais quelques de ces gouvernements sont incapables de protéger les frontières ou ne veulent pas, on blâme ensuite l'Union. Alors, ce qui nous propage priorité pour les solutions nationales, comme cette femme qui veut devenir présidente de la France qui siège ici au Parlement, Marine Le Pen. nous raconte ça toujours. L'Europe des nations tout d'abord. C'est voilà l'Europe des nations que nous voyons agir dans la protection des frontières extérieures. Donc, l'échec potentiel du contrôle aux frontières extérieures, c'est l'échec des nations à
garantir pas ces l'échec des contrôles nations. frontières. Ce n'est pas l'échec des nations, c'est l'échec d'un système erroné. On ne peut pas donner une responsabilité à une communauté et ensuite s'assoumettre sous une réserve en permanence des prérogatives nationales. Ça ne fonctionne pas. Dernière question, Monsieur le Président. La Turquie a aujourd'hui abattu un avion russe qui a violé son espace aérien. Est-ce qu'on est dans une escalade du conflit en Syrie? J'espère non, parce qu'on a besoin, soit la Turquie et la Russie, pour battre Daesh. Donc, ce que nous avons besoin pour une coalition contre ces assassins sont maintenant dans une telle situation. C'est lamentable. J'espère beaucoup qu'on va trouver une solution diplomatique pour cet incident. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Voilà pour cet entretien exclusif avec le président du Parlement européen. Nous, l'émission continue direction maintenant Copenhague, à quelques jours de la COP21. La bonne élève de l'Europe en matière de lutte contre la pollution est-elle un exemple généralisable? C'est ce que nous avons voulu savoir et c'est Louis Sibyl qui a mené l'enquête. C'est un bruit que l'on entend partout à Copenhague. Tous les jours, une marée humaine envahit les rues de la ville à vélo. Ici, tout est fait pour leur faciliter la vie. 350 km de pistes cyclables avec parfois plus de 3 voies et des parkings pour vélos à la sortie du métro, bien remplis. Klaus Bondam est un habitué de la petite reine. C'est une bonne façon de contempler la ville. J'utilise mon vélo tous les jours. En fait, je vis loin, à la campagne. Nous prenons une voiture avec mes collègues jusqu'à l'entrée de la ville où les autoroutes s'arrêtent. Et pour le reste du trajet, j'utilise un de mes 4 vélos. Un habitant de Copenhague sur 2 se rend ainsi à son travail. En comparaison, Paris, c'est 10 fois moins. C'est bon pour la pollution de l'air et la pollution sonore et excellent pour la santé publique. Ça crée aussi ce genre de ville où l'on peut se regarder et se rencontrer par un regard et d'avoir une ville dynamique. Pour lutter contre la pollution de l'air, la ville de Copenhague s'est attaquée au cœur du problème, les voitures. Il en reste bien quelques-unes, mais beaucoup moins. Des zones spécifiques sont même interdites aux véhicules. Cet urbaniste a conçu des ponts entièrement dédiés aux vélos. Pour lui, Copenhague est un modèle qui peut s'exporter facilement. Dans la seconde ville au Danemark, nous avons beaucoup de collines, il y a encore 20% de cyclistes. Donc toutes les excuses du type « oh il fait froid, il fait chaud, nous avons des collines ». Je veux dire, pendant 60 ans, le vélo a été le principal moyen de transport et c'est de nouveau le principal ici. Donc il n'y a plus d'excuses, c'est simplement la volonté politique et d'adapter la ville aux pratiques. Pas d'excuses et des choix politiques courageux. Chaque année, la ville dépense 14 millions d'euros pour construire, entre autres, les pistes cyclables. Copenhague veut être la première ville neutre en carbone d'ici 2025, un objectif ambitieux. La municipalité veut donner l'exemple avec des infrastructures propres. Nous voulons que nos voitures, nos bus, nos camions deviennent neutres en carbone. Cette année, l'une de nos principales lignes de bus va utiliser du gaz naturel. Et la majorité de nos camions poubelles sont au gaz naturel aujourd'hui. Le gaz naturel est beaucoup moins polluant que les autres énergies fossiles. La lutte contre la pollution de l'air se passe aussi sous terre. Maintenant, la température va grimper. Dans ces sous-sols, il fait 50 degrés. À cause de ces tuyaux qui fournissent le chauffage à l'ensemble de la population de Copenhague, soit plus de 500 000 personnes. Un réseau de 1500 km. C'est comme une autoroute pour le transport du chauffage et après nous avons les routes locales pour la distribution. Un chauffage propre, il a permis de réduire de 30% le nombre de particules de carbone. Une bonne partie de l'eau est chauffée grâce à la biomasse. Autrement dit, ce sont les déchets urbains qui servent de combustible au lieu du gaz ou du pétrole. Si vous regardez la ville, il n'y a plus de cheminées, donc la seule véritable pollution dans les villes comme Copenhague provient du trafic routier et pas du chauffage, en aucun cas. Environ 40% des déchets de la ville sont réutilisés.
grâce à un système de collecte efficace. Aujourd'hui, je crois que c'est 52% du total du chauffage de l'agglomération de Copenhague qui se fait à partir d'énergie renouvelable. Comme les éoliennes, le pays est le pionnier dans ce domaine. Cette énergie produit une grosse partie de l'électricité danoise. Lutter contre la pollution, c'est peut-être aussi prendre de la hauteur. Chaque année, plus de 5000 m² de toits deviennent verts à Copenhague. Les citoyens se sont emparés de ces coins verts. Des potagers poussent un peu partout. Objectif, développer les circuits courts. Nous avons des brocolis. En fait, nous avons environ 50 variétés de légumes ici. Et maintenant, c'est la fin de la saison, donc c'est moins vert qu'il y a un mois. Nous essayons de minimiser le transport de nourriture. En fait, on essaie de tisser des liens entre le consommateur et le producteur. Toutes ces infrastructures font de Copenhague la deuxième ville d'Europe la moins polluée, juste derrière Zurich, en Suisse. Un modèle, même si elle émet encore 2,5 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Alors, peut-on généraliser cet exemple de Copenhague à d'autres villes d'Europe? C'est la question que je vais poser à Karima Delli. Bonjour. Bonjour Karima Delli, vous êtes députée européenne, membre du groupe des Verts. Vous êtes coordinatrice de la commission transport et vous venez de rendre un rapport qui s'appelle Mobilité urbaine durable, qui a été voté en commission et qui attend donc le 2 décembre d'être voté en séance plénière. Voilà. Quand vous voyez l'exemple de Copenhague, et on voit bien 350 km de pistes cyclables, donc là, on voit bien qu'il y a quand même eu un effort de fait, 14 millions d'euros qui ont été investis là-dedans, le chauffage urbain, les toits verts. Est-ce que c'est généralisable à toutes les villes d'Europe? Alors oui, toutes les villes devraient tendre vers ce modèle. Mais sauf qu'il faut rappeler que Copenhague a fait un choix politique important qui ne date pas de quelques années. Il faut attendre le lendemain, notamment de la crise pétrolière, où Copenhague décide de vraiment sortir de sa dépendance au pétrole. Dès les années 70. Dès les années 70, il y a vraiment une volonté politique de dire le pétrole, il faut en sortir. Donc ils misent, vous l'avez vu dans votre reportage, sur le chauffage urbain qui va alimenter l'ensemble de la ville et aussi de la mobilité douce. Et notamment, Copenhague aujourd'hui, elle se dispute un petit peu la place avec Amsterdam comme la capitale européenne du vélo, parce que le vélo, bah oui, c'est une industrie aussi qui crée énormément d'emplois, mais surtout, il y a une volonté de tout de suite faire ce nouveau modèle de ville où on s'adapte plus aux besoins des citoyens qu'aux besoins qui a été trop aujourd'hui utilisé dans les années 70 jusqu'à présent autour de la voiture. Donc on change le modèle, et oui, ce modèle est possible de le mettre en œuvre dans d'autres villes, mais encore faut-il de volonté politique, mais surtout de mesures très fortes. Et c'est ce que porte notamment mon rapport. Donc moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a des fonds, 14 millions d'euros à investir en fait chaque année pour créer ces circulations douces, pour améliorer le réseau, etc. Est-ce que dans un contexte contraint, comme on le voit aujourd'hui en termes budgétaires, on est dans la capacité de faire ce virage et donc de permettre en fait une vie un peu plus douce ou des circulations plus douces à nos concitoyens? Alors ça revient moins cher d'investir dans la mobilité douce que d'avoir ce que moi j'appelle cette mobilité subie et non choisie. Aujourd'hui, le fait qu'on ait une pollution et les pics de pollution dans les différentes villes coûtent, rien qu'en termes de santé publique, plus de 700 milliards d'euros. Plus de 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros. À l'Europe, au niveau européen. Au niveau européen. La pollution. La pollution. La pollution, c'est ce que dit l'ONU. C'est la maladie du 21e siècle. Parce que notre parc européen de voitures, c'est 55% du diesel. Donc il faut sortir aussi de cette question du diesel, qui va être aussi un des grands débats qu'on va avoir durant le rapport le 2 décembre. Mais il faut mettre en évidence réellement qu'il n'y a pas que la voiture. Vous savez, en Europe, 50% des déplacements, on prend sa voiture juste pour faire moins de 5 km. Et tous les trois quarts des autres déplacements se font avec la voiture. Donc il faut aujourd'hui renverser la donne. Changer de modèle. Changer de modèle, ça ne veut pas dire non plus de pointer ceux qui n'ont pas le choix. Donc il faut faire en sorte que la mobilité de demain, ce soit un droit fondamental, mais que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Moi, le problème, c'est que j'entends bien, c'est effectivement une belle idée et on se dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-dessus demain? Pourquoi pas? Maintenant, c'est comment on finance ça?
Alors très simplement, vous savez, en Europe, il y a ce qu'on appelle une taxe poids lourd. Alors on ne dit pas taxe poids lourd, on dit eurovignette. Et bien l'eurovignette, une grande partie, un certain pourcentage, va aller dans la mobilité urbaine durable. On a un plan qui s'appelle... La taxe poids lourd, pour l'instant, par exemple en France, elle n'est pas mise en œuvre. Non, elle n'est pas encore mise en œuvre, mais dès janvier, l'Europe va légiférer sur l'eurovignette. Donc c'est la même chose. Donc la France devra prendre en compte notamment la taxe poids lourd. Donc une partie de cette taxe, qui est quand même... devra être affectée à la mobilité urbaine durable. On peut regretter qu'en France, justement, nous sommes le 25e pays sur 28 qui n'a pas de fiscalité écolo, alors que c'est un manque à gagner, hein, la taxe poids lourd, l'écotaxe, comme on dit, c'est plus de 1 milliard d'euros, avec 1 milliard d'euros qui étaient fléchés sur des projets de développement urbain durable. Oui, mais on se souvient effectivement, c'était toute la polémique, avec la Bretagne notamment et les bonnets rouges qui avaient détruit quelques portiques. Voilà, donc ça c'est juste un des outils. Il y a d'autres outils. Énormément de villes mettent en place des péages urbains. On le voit ce qui se passe à Londres. Une partie de ces recettes va être affectée dans la mobilité urbaine durable. Et en plus, il y a le plan Juncker. Le plan Juncker. Alors le plan de relance en fait de 315 milliards d'euros. Voilà, ce fameux plan qui doit être normalement fléché sur aussi du durable. Et donc, pour la première fois dans ce plan, nous avons une ligne qui dit bien investissement dans la mobilité durable. Donc on a les financements. Maintenant, il faut de la volonté politique. Il faut et c'est ce qui manque. Parfois, certaines villes ou certaines régions en Europe préfèrent investir sur la route que sur les alternatives, ce qui est une bêtise absolue. Parce que, c'est un manque à gagner, notamment en termes d'infrastructures durables, mais surtout c'est sur le dos de la santé des citoyens. Aujourd'hui, on a que la question de la mobilité a des conséquences terribles sur l'urgence sanitaire, parce qu'on sait, par exemple, que le diesel, ça provoque plus de 400 000 décès prématurés en Europe. Donc, il faut anticiper. Et vous aviez d'ailleurs pris position sur le Dieselgate, les constructeurs européens qui ont trafiqué leurs véhicules de telle sorte en fait à ce qu'ils rentrent dans les clous de la législation européenne. Quelques mots là-dessus, rapidement. Est-ce qu'il faut s'attendre en fait à ce que l'Europe et a fortiori les États sévissent contre ces constructeurs? Moi, je trouve que c'est un véritable scandale, puisque, il y a une complicité organisée, les États membres étaient au courant, la Commission européenne était au courant de l'ensemble de ces fraudes. On a menti aux citoyens. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit achetez ce genre de véhicule, c'est un diesel mais il est propre, alors que ce n'est pas vrai, il n'est pas propre. Troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut du contrôle et de la transparence. C'est pour ça que nous demandons, nous le groupe des Verts, une véritable enquête parlementaire pour faire toute la lumière et la transparence sur ce dossier. Voilà. Merci beaucoup Karima Delli de nous avoir éclairé sur cette question. Pour nous, c'est fini cette semaine. Vous retrouverez Ahmed Tazir la semaine prochaine. À très vite sur les chaînes parlementaires. Ciao.